Je vais commencer par l'essentiel. À ce jour, il n'existe aucune preuve directe de crimes sexuels commis par Bill ou Hillary Clinton, et les Clinton eux-mêmes nient tout. Les jeunes filles impliquées dans l'affaire Epstein ont donné des détails sur des princes, des milliardaires, des magnates des médias. Mais il n'y a pas encore de témoignages précis confirmés devant le tribunal concernant les Clinton du genre « J'ai vu Clinton faire X dans la pièce Y ». L'ancien président, M. Bill Clinton, l'homme qui a occupé le bureau ovale, est aujourd'hui obligé de s'expliquer sous serment sur les raisons pour lesquelles il a pris l'avion des dizaines de fois avec un homme reconnu comme prédateur sexuel. Sa femme, l'une des femmes les plus influentes du monde, dit « Je ne l'ai jamais rencontré du tout ». Epstein, elle ne parle pas de son mari, qu'elle a pourtant rencontré plusieurs fois. Pouvez-vous croire cela ? Aujourd'hui, nous allons parler de Bill et Hillary, de leur relation avec Jeffrey Epstein, de ce qu'ils disent et de ce qu'il y a dans cette histoire. Eh bien, ça ne colle pas, quoi qu'on fasse. Pour commencer, 2 phrases pour ceux qui sont arrivés en Amérique déjà adultes et qui ne suivaient pas vraiment sa politique intérieure. Bill Clinton, président des États-Unis de 1993 à 2000, un homme qui a vécu le boom migratoire des années 90, la Yougoslavie, les bombardements de la Yougoslavie. Nous savons pourquoi ils ont bombardé la Yougoslavie. Monica Lewinsky vient à l'esprit, donc le Monica Gate, ou plutôt chez nous, on appelle ça la procédure de destitution. Hillary Clinton, d'abord première dame, puis sénatrice, ensuite secrétaire d'État sous Obama, et candidate à la présidence en 2016. Pour ceux qui ont vécu en URSS, imaginez un mélange de secrétaire général, de membre du Politburo et de l'épouse du secrétaire du comité régional, qui elle-même est ensuite devenue secrétaire. Ce n'est pas une famille ordinaire. Un clan qui, depuis des décennies, était déjà au sommet du pouvoir, et maintenant ce clan est obligé de nous expliquer, à vous et à moi, qui nous sommes en réalité. Racailles, populace, des choses très désagréables à entendre. Les relations avec un personnage nommé Jeffrey Epstein, un homme qui a été officiellement accusé d'avoir créé un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Normalev, oui, un homme qui est mort en prison tellement opportunément que la moitié de l'Amérique ne croit toujours pas qu'il s'agissait d'un suicide. Alors commençons d'abord calmement, comme des enquêteurs devraient le faire, par exposer les faits que plus personne ne conteste. Epstein s'est rendu à la Maison-Blanche de Clinton, selon les documents, il y est allé non pas 1 ou 2 fois, mais 17 fois. Que faisait Epstein 17 fois à la Maison-Blanche pendant la présidence de Bill? Deuxièmement, après le départ de Clinton de la présidence. Leur contact ne s'est pas arrêté. Au contraire, ils ont commencé à voyager ensemble à bord des avions d'Epstein. Le bureau de Clinton lui-même reconnaît 4 voyages à bord de l'avion d'Epstein en 2002, 2003. Mais les journalistes et les flight logs publiés, c'est-à-dire, disons, les journaux de bord, montrent au minimum 17 voyages, et donc, lors de ces voyages, il y a eu 26 ou 27 vols, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un seul voyage, mais 2 vols. Les itinéraires étaient appelés l'Europe, l'Asie, l'Afrique, des tournées humanitaires, des conférences, des événements de la Fondation Clinton. Clinton ne pouvait utiliser aucun autre avion, n'est-ce pas seulement celui de Jeffrey Epstein, et Epstein n'a jamais rencontré Hillary, jamais rencontré. Dans ces voyages, il n'y avait pas seulement Bill et Epstein. Lors de certains vols, par exemple, l'acteur Kevin Spacey et l'humoriste Chris Tucker voyagèrent avec eux. Il s'agit d'un voyage très connu en Afrique en 2002, lié à des projets de lutte contre le sida. La BBC décrit séparément comment Ghislaine Maxwell a en fait présenté Epstein aux Clinton, d'abord lors d'événements mondains, puis à travers des voyages. La fondation, c'est-à-dire, affirme que c'était une rencontre fortuite, comme le dit Bill, ce qui est pour le moins étrange. De nombreuses visites, des dizaines de vols, des événements communs, ce sont des relations systématiques, pas des rencontres ponctuelles. Bonjour, au revoir. Et maintenant, voyons ce que disent les Clinton eux-mêmes. Déjà lors des interrogatoires sous serment au Congrès, Hillary. Lors de son interrogatoire à huis clos et dans ses commentaires ultérieurs, elle dit littéralement ceci. « Je n'ai jamais rencontré Jeffrey Epstein, jamais. Je ne suis jamais allé sur son île, je ne suis jamais allé dans ses maisons, je n'ai aucun rapport avec ses affaires. »
Et ici, j'ai été invité au tribunal, soi-disant uniquement pour le spectacle politique, simplement parce que je m'appelle Clinton et non parce que j'ai des informations. C'est tout, je ne sais rien de plus. Autrement dit, sa ligne de défense, c'est une prise de distance totale. Je ne le connais pas du tout. Bill a une position différente. Donc il est inutile de nier l'avoir connu. Dans sa déclaration orale officielle, il déclare à peu près ceci. Oui, je connaissais Epstein, c'était une brève connaissance au début des années 2000. Eh bien, il était venu 17 fois à la Maison-Blanche chez moi, c'est vrai, et ensuite j'ai pris l'avion 17 fois. À chaque visite à la Maison-Blanche correspondait un vol en avion. Donc, tout cela était lié à des initiatives caritatives. Oui, je voyageais sur ces avions pour la fondation, mais tous les déplacements étaient liés à des activités publiques. Mais je n'étais pas au courant de ces crimes. Je n'ai vu aucun comportement illégal. Si j'avais su, je l'aurais dénoncé à la police ou à une autre autorité compétente directement. La question est de savoir s'il a déjà visité l'île de Little St. James. Eh bien, c'est celle-là même où, selon les soi-disant victimes, une partie des abus et même des rapports sexuels auraient eu lieu. Et il a répondu non, il n'y était jamais allé. Donc, sur le papier, tout semble très propre. Elle, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendue, je ne savais pas, lui il a vu, il a voyagé, mais seulement comme bienfaiteur, il n'a rien remarqué de criminel. Il a regardé à gauche, à droite, et il n'a rien remarqué. Il y a quelque chose qui ne colle pas, comme si ça n'avait aucun sens. Faisons appel à ce fameux instinct que nous avons parfaitement entraîné quand quelqu'un dit quelque chose de formellement correct, mais qu'intuitivement on le sent. Quelque part ici, on nous prend pour des idiots. D'habitude, c'est quelque part ici ou partout qu'on nous prend pour des idiots. Voici quelques points, c'est le moins qu'on puisse dire, où des questions se posent. Première brève relation, définissons une brève relation. Si une personne est venue 17 fois à la Maison-Blanche rendre visite à Bill Clinton, puis, après la fin de sa présidence, vous prenez 17 fois son avion, vous allez ensemble en Afrique avec des acteurs et d'autres invités. Peut-on vraiment appeler cela une brève relation ? C'est un vrai talent pour choisir les mots. Dans la vie de tous les jours, on dirait que c'est une bonne connaissance à nous, presque un ami de la famille. Maintenant, il ne voyait rien, ne savait rien, n'entendait rien, ne ressentait rien. La version officielle de Bill. Je ne savais rien des crimes d'Epstein, je ne le voyais que comme un bienfaiteur. Et bien formellement, c'est bien sûr possible, mais il y a tout de même un petit détail. Des rumeurs circulaient sur Epstein depuis de nombreuses années, bien avant les arrestations retentissantes. On informe toujours le président du pays sur les personnes qu'il doit rencontrer et on creuse toujours le plus possible. En 1936, il avait un jour pris la parole aux côtés du président du Ku Klux Klan sur la même tribune, même s'il ne l'a pas soutenu. Mais au cas où, et ainsi de suite, oui, le style de vie d'Epstein n'était pas seulement discuté, c'était le sujet de toutes les conversations, c'est le moins qu'on puisse dire, largement répandu dans certains cercles. Des mannequins, des filles très jeunes, des soirées somptueuses, des filles russes, elles aussi très jeunes. Pour, en étant Bill Clinton, fréquenter ces cercles, voyager dans cet avion et ne rien entendre, ne rien remarquer, ne rien savoir, il faudrait soit une cécité étonnante, et Bill n'est pas un homme aveugle, soit une capacité incroyable à filtrer cette réalité réelle. Je pense que c'est exactement ce dont nous parlons en ce moment. Je ne dis pas qu'il a participé, qu'il a fait quelque chose ou qu'il a vu ce qui se passait. Je ne parle même pas de ça, même si j'ai des soupçons. Oh, j'ai des soupçons, oui, je dis que la version est « je ne savais absolument rien et je ne pouvais pas deviner ». Cela semble, disons-le, très arrangeant pour un avocat. Et qu'est-ce que disent en fait les filles ? Les filles qu'on appelle les victimes d'Epstein. Même si j'ai une autre opinion sur beaucoup d'entre elles, mais peu importe, les victimes d'Epstein, dans différentes affaires. Elles évoquaient donc des politiciens, des princes, des milliardaires, des scientifiques, citaient des noms, décrivaient dans des scènes, des îles, des maisons, des avions. Il y a eu aussi des déclarations dans la presse disant que Clinton les préfère plus jeunes et qu'il aurait pu se rendre sur l'île. Mais des témoignages concrets enregistrés devant le tribunal du genre « j'ai vu Clinton » ou « j'ai participé avec Clinton », etc. n'ont pas été publiquement confirmés.
Bien que nous ayons plein de photos de Clinton, nous ne savons pas, complètement ou à moitié nu, allongé avec de très jeunes filles à côté de lui dans un jacuzzi. Nous n'en savons rien, l'eau n'est pas transparente. Sont-ils nus partiellement ou non? Certains le sont peut-être, d'autres non, Dieu seul le sait. Donc il serait honnête de dire que la relation de Bill avec Epstein est documentée et confirmée en détail. Vol, visite, événements. Sa participation à des crimes sexuels spécifiques n'a pas été prouvée à ce jour et il le nie catégoriquement. Après Monica Lewinsky. Bien sûr, c'est impressionnant, mais l'étendue des liens rend la version officielle peu crédible. Je n'ai rien vu, je pensais qu'il était juste un bienfaiteur. Extrêmement douteuse. Tout de même, si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'expérience de la vie réelle, alors eh bien. Kevin Spacey est mentionné dans ce fameux voyage en Afrique où lui, Clinton et Tucker ont pris l'avion d'Epstein. Spacey lui-même, dans ses interviews publiques, parle davantage de ses propres accusations et scandales, et il essaie de minimiser, disons, son lien avec Epstein et Clinton. Il n'a pas de récit retentissant ou détaillé sur ce qui s'est passé à bord. Et honnêtement, ce n'est pas surprenant, compte tenu de la situation juridique de l'acteur lui-même, qui n'est pas très bonne. Lors de ces vols, dit-il, il y avait des jeunes filles, et bien des jeunes femmes. Ce que cela signifie jeune fille n'est pas très clair, mais quand on dit cela, on veut généralement dire très jeune fille. Mes collègues et moi avons demandé, dit-il, qui est ce gars, Epstein, et pourquoi il met le président dans une position risquée? Et comment met-il le président dans une position risquée? Probablement avec des jeunes filles. Je ne voulais pas être à côté de cet homme, dit Spacey, parce que je sentais qu'il mettait le président en danger par ce qui l'entourait. Ces filles, je rappelle, ce sont des jeunes filles. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un tableau classique de nombreuses coïncidences, combines cosmiques, de multiples contacts, un cercle très soudé, mais chaque participant dit officiellement « je n'ai rien vu, je ne sais rien ». Je pensais que tout cela était uniquement pour des affaires humanitaires. En URSS, nous savions parfaitement comment l'élite était organisée, les secrétaires des comités régionaux, les ministres, les généraux, ils avaient leur propre sanatorium, des magasins réservés, la chasse, la pêche, des centres de distribution spéciaux. Officiellement, aucun d'eux ne savait rien sur le caviar, le cognac, les rations spéciales. Nous n'étions même pas censés savoir qu'il existait des rations spéciales. L'élite américaine n'est en rien fondamentalement différente. Au lieu d'un pavillon de chasse, une île privée, au lieu d'un centre de distribution spécial, un avion privé, au lieu d'un fournisseur du parti, un financier qui règle les questions et peut donner quelques millions pour les élections, ou un petit million à une fondation. La seule différence, c'est que chez nous, en URSS, on appelait ça le piston, alors qu'ici on appelle ça le fundraising ou le networking. Les gars, si vous ne les connaissiez pas, apprenez ces mots, on ne peut rien faire sans eux. Quand on dit « oui, on se connaissait par hasard » ou « oui, il était venu chez nous pour des raisons professionnelles ». Oui, nous avons pris l'avion, mais nous ne parlions que de charité et nous n'avons jamais parlé de jeunes filles à moitié nues ou nues qui couraient près de nous. Jamais. Nous comprenons de quel genre il s'agit, mesdames et messieurs. Ce genre s'appelle minimiser les dégâts, admettre l'évidence et nier tout le reste. Chez Jvanetsky, c'était magnifique. Qu'est-ce que vous avez sur l'épaule? Puis plus tard, quand il a appris que la grue était tombée, tout de suite la serviette, oui, on minimise les dégâts. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas ici. Soyons honnêtes, je ne vais pas dire que Bill a participé à des crimes, même si je miserais 99 contre 1. Non, en fait, je miserais 100 contre 0. Je n'ai pas de fait que les tribunaux et l'enquête n'ont pas, mais voici ce que je peux dire avec certitude. Quand un ancien président des États-Unis qualifie des dizaines de vols, des visites à la Maison-Blanche et des voyages ensemble de simples brèves rencontres, on ne nous dit pas tout. Quand une personne autour de laquelle des rumeurs circulaient depuis des années dit « je n'ai vu qu'un bienfaiteur et je n'ai rien entendu au sujet des filles », là aussi on ne nous dit pas tout. Lorsque sa femme déclare « je ne l'ai jamais rencontré », alors que Bill a pris des dizaines de fois l'avion du même milliardaire, là aussi on ne nous dit pas tout. Eh bien, au minimum sur le niveau de connaissance au sein de la famille. Et c'est Hillary qui était au courant de toutes les maîtresses et victimes de Bill, parce que Bill avait bel et bien des victimes.
quand tout ce cercle de politiciens, d'acteurs, de princes, de professeurs répètent tous ensemble le même mantra. J'étais là, je n'ai rien vu, je pensais vraiment que c'était juste une fête. On nous cache beaucoup de choses ici, on vit quand même dans une sorte de jardin d'enfants invisible. Nous savons comment agissent les élites. Ils ont étouffé l'affaire, je n'ai rien vu ni su. Même si nous n'avons pas de preuves visibles, nous avons le droit de poser des questions. Qui exactement a invité Epstein à la Maison-Blanche ? 17 fois. Qui a approuvé les itinéraires, les déplacements, les listes de passagers pour plus de 20 vols. Qu'ont dit les agents du secret service qui accompagnaient tout cela, ou peut-être qu'on ne les laissait même pas monter à bord. Pourquoi tant de personnes liées à l'affaire meurent-elles soudain ou n'ont-elles aucun souvenir ? Ce que j'essaie de vous expliquer, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une tentative humaine normale de comprendre ce qui se passe du point de vue de l'élite. C'est une tentative humaine normale de l'élite de se protéger elle-même. Notre tâche à nous n'est pas d'applaudir, de vexer ou de contredire, mais de poser des questions. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, j'irai même jusqu'à l'écrire sur la carlingue d'un avion. L'histoire avec Bill et Hillary Clinton ne concerne pas qu'une seule famille. C'est un test pour voir comment le système américain traite ces personnes très importantes, les VIP, lorsqu'ils se retrouvent impliqués dans une sale affaire. Pour nous, russophones, c'est aussi une occasion de comparer. En URSS, le chef du parti n'était jamais responsable, et dans l'Amérique moderne, un politicien de haut niveau non plus. En général, il n'a rien vu ni su. Les décors, les mots et les lois changent, mais la nature humaine, la peur de perdre le pouvoir et la réputation restent les mêmes. Et là, j'ai une question pour vous. Quand vous écoutez ces témoignages, quand vous voyez des contradictions entre les carnets de vol et la parole, une brève question, de quel côté êtes-vous, de la version officielle ou du bon sens ? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Croyez-vous que toutes ces personnes autour d'Epstein ne savaient rien ? Et selon vous, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas encore dans cette histoire ? Si vous voulez que les spectateurs russophones ne se contentent pas d'écouter les fables officielles, mais voient aussi la réalité, abonnez-vous. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, activez la cloche. Et nous continuerons à analyser ce que l'on essaie habituellement d'étouffer. Bon, d'accord ? La conclusion finale. Formellement, tout est beau, mais au niveau du bon sens, il est clair qu'on ne nous dit pas tout ici, comme nous l'avons déjà dit. Et honnêtement, personne n'a été surpris que Bill et Hillary Clinton nient tout. Hillary dit « Je ne l'ai jamais rencontré ». Bill dit « Je n'ai rien vu ». De la part de personnes de ce niveau et de personnes aussi habituées à mentir, on s'y attendait. Imaginez-vous vraiment l'ancien président et l'ex-secrétaire d'État se présenter et dire « Oui, nous savions, comprenions et fermions les yeux. Quoi, ils sont fous. On peut les traiter de tout, mais ils ne sont pas fous. Ce serait un suicide politique, il y aurait des conséquences juridiques irréversibles. Mais il y a un petit détail qu'on leur rappelle à chaque fois qu'ils s'asseyent à la table, posent les mains sur la table et répètent après les greffiers. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? Autrement dit, aux États-Unis, mentir sous serment, ce n'est pas simplement enjoliver un peu la vérité. C'est un crime distinct de faire de faux témoignages devant le Congrès ou le tribunal. Des personnes à des postes bien moins élevés que d'anciens présidents ont déjà été emprisonnés pour cela. Cela soulève une question intéressante. Jusqu'ici, ils se contentent de dire « je ne me souviens pas »,« je ne savais pas »,« je n'étais pas informé »,« je croyais que c'était de la charité »,« c'est une zone sûre ». Il est très difficile de prouver qu'une personne se souvenait et savait précisément. Mais si demain de nouveaux documents apparaissent, des enregistrements de conversations, des témoignages de personnes de leur entourage proche, des agents de sécurité, des pilotes, des assistants qui disent « Oui, il était là, il savait ça, il a discuté de ça, oui, il m'en a parlé, oui, j'étais présent ». Alors toute cette version soigneusement élaborée se transforme d'une réponse politique en un risque pénal. Parce qu'il y a une différence entre être moralement entaché par une amitié avec Epstein et être quelqu'un qui a menti sous serment au Congrès. Le système américain, malgré son deux poids, deux mesures, peut parfois réagir de manière très sévère à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, Bill et Hillary sont sur la corde raide.
Ils disent exactement ce qu'il est possible de dire, sans tomber dans un mensonge direct qui pourrait être prouvé. Mais si un ou deux détails de leur histoire, je n'étais pas là, je n'ai pas vu ces gens, je ne les ai jamais rencontrés, seront réfutés par des preuves documentées. Cela cesse d'être simplement un scandale et commence à s'appeler, en d'autres termes, une entrave à la justice. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui devient vraiment intéressant ? Est-ce que la Thémis américaine osera porter de telles accusations contre des personnes qui ont fait partie de l'establishment pendant des décennies ? Ou bien le système fera-t-il encore semblant que rien de grave ne s'est passé ? Rentrez chez vous, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État. Nous ne connaissons pas encore la réponse, mais nous savons avec certitude que plus il y a de faits rendus publics, journaux de vol, photos, témoignages de témoins, moins ces personnes ont de marge de manœuvre. Entre « je ne me souviens pas » et « j'ai menti sous serment ». Pourquoi lui ? Oui, et pas eux, la différence est fondamentale. Trump a été accusé dans de véritables affaires pénales, alors que pour les Clinton, il ne s'agit pour l'instant que d'une défense politico-juridique. Donald Trump a été visé par une dizaine de chefs d'accusation criminels à différents niveaux, allant de la falsification de documents commerciaux à New York. Tout s'est révélé faux, même concernant les documents secrets et les tentatives d'influencer les élections à New York. Il a été condamné pour 34 chefs d'accusation de falsification de rapports. Plus tard, il a été dispensé de peine, mais le fait même de la condamnation demeure. Parallèlement, il était impliqué dans des affaires fédérales, des documents secrets, puis le 6 janvier, ensuite la pression sur la Géorgie, c'est-à-dire concernant Trump. Le système est passé aux accusations directes, au procès et aux condamnations. Pour les Clinton, dans l'affaire Epstein, la situation reste différente pour le moment. La Chambre des représentants les maintient dans le cadre juridique des enquêtes du Congrès. Les menaces de contempt of Congress, les éventuelles petites conséquences pénales pour non-comparution, le refus de coopérer, on leur rappelle la responsabilité pour faux témoignage sous serment, où la peine maximale est de 5 ans, mais qui donnerait vraiment 5 ans à Clinton. De tels cas sont très rares dans l'histoire, surtout contre leur camp. Pour l'instant, ce n'est pas leur situation. Veuillez noter que j'ai mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas encore d'accusation directe concernant des délits sexuels, des crimes, du trafic, etc. Il s'agit de savoir ce que vous saviez quand vous l'avez su. Est-ce que vous nous mentez maintenant ? La justice envers Trump a sorti tout l'arsenal, des États aux fédéraux, des finances aux documents secrets, tandis qu'envers les Clinton, elle joue encore un jeu plus délicat. Venez, racontez-nous, dites-nous si vous ne mentez pas, mais si c'est le cas, on pensera à un parjure. Dans les affaires contre Trump, les accusations ont été conçues comme une stratégie pénale, multiplier les chefs d'inculpation, accentuer la pression et risquer la prison. Pour les Clinton, dans l'affaire Epstein. Sur le plan juridique, le Congrès, pour l'instant, encore une fois, j'insiste sur le mot « pour l'instant », agit de façon plus douce. Oh, ils peuvent en ne pas se souvenir, bien sûr, ils peuvent en ne pas savoir et, bien sûr, ils peuvent compter sur leur avocat. Ils ont déjà rédigé des déclarations sous menace de sanctions pour faux témoignages, toujours selon la même formule. Je ne me souviens pas, je n'étais pas au courant. Mais qu'est-ce qui se passera quand même si les Clinton sont pris en flagrant délit de mensonge ? Mentir au Congrès et dans des déclarations écrites sous serment, c'est un crime fédéral. Maximum 5 ans pour chaque épisode, parfois jusqu'à 8 ans dans des cas spéciaux, mais pour chaque épisode c'est 5 ans. Nous en avons déjà compté 3. Je n'ai pas vu, je ne savais pas, je n'ai pas entendu, et ainsi de suite. En pratique, pendant des décennies, très peu de personnes ont réellement été tenues responsables pour avoir menti au Congrès, et parmi l'élite politique, c'est presque personne. Officiellement, les Clinton risquent quelque chose, mais l'expérience historique montre que l'élite de ce niveau s'en sort généralement avec un scandale, pas avec de la prison ferme. Officiellement, ce sont les républicains qui sont au pouvoir chez nous, et les postes clés sont occupés par des personnes avec la bonne couleur de carte du parti. Mais cela ne signifie pas qu'ils mettront demain les Clinton en prison. L'appareil de carrière reste inchangé. La moitié de l'establishment républicain craint un précédent, une chasse à l'élite, et il n'y a pas encore de preuves suffisantes pour une condamnation. C'est pourquoi le système préfère le jeu habituel, des audiences retentissantes, des questions dures et un risque maximal pour parjure. Mais en réalité, c'est un procès contre ses vieux amis. Cela signifie que cette fameuse couche marécageuse du système est bien vivante et fonctionne efficacement. En termes simples, le système d'autoprotection des élites fonctionne aussi bien sous les démocrates que sous les républicains. Le marais protège les siens.
peu importe qu'il s'agisse des Clinton, de certaines absurdités, de généraux ou de grands donateurs. Le mécanisme, faire un maximum de bruit, donc un minimum d'actions concrètes. Et Trump n'est pas des leurs. Trump n'est pas des leurs. Si l'on regarde l'histoire avec Clinton et Epstein, on a l'impression que l'état profond se porte bien. Il a survécu à Obama, Trump, Biden, il survivra aussi au prochain cycle, car sa fonction principale n'est pas la vérité, mais l'autopréservation. Je pense qu'il nous faudra au moins 2 mandats présidentiels après Trump pour éliminer ceux qui constituent ce marécage. Et pendant un court moment, nous serons presque libres d'eux jusqu'à ce qu'un nouvel ordre arrive à la Maison-Blanche et commence à construire un nouveau système, exactement comme celui d'aujourd'hui. Ou alors, si nous ne changeons pas la démocratie politique actuelle pour quelque chose de bien plus efficace. En réalité, en théorie, un tel système existe déjà, et il s'appelle, de façon étrange, la démocratie de marché. Mais pour comprendre ce que c'est, il faut au moins lire mon livre Capitalisme sans teint. Le lien est en bas dans la description. C'est gratuit, retrouvez le lien ci-dessous et le programme Feuille de route vers la liberté qui vous sera aussi envoyé gratuitement, après avoir téléchargé le livre électronique. En version anglaise, le livre est vendu sur Amazon et dans plein d'autres endroits, mais en russe, vous pouvez le télécharger directement d'ici. La description précise où trouver le livre. Dès le lendemain, vous recevrez des messages quotidiens. Voilà ces vidéos de 10 minutes et je ne sais pas. Le matin, en prenant un café, vous regardez quelque chose d'intéressant. Je raconte, vous buvez votre café. Et pour ceux qui fument, vous fumez une cigarette. Ah, c'était une belle époque, mais elle est finie depuis longtemps et chacun est parti vaquer à ses occupations, mais nous nous sommes enrichis de nouveaux épisodes intéressants. Dans chaque vidéo de 10 minutes, il y a quelque chose à partager ou raconter à des amis, enfants, collègues, au téléphone ou en allant au travail. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche afin que la vidéo soit diffusée plus efficacement. À la prochaine rencontre.